Bonjour Gauthier, Bonjour Julien, merci de me recevoir dans les locaux ici de Dagoma à Roubaix dans le Nord. grand plaisir. Pourrais-tu te présenter ainsi que la société Dagoma? Je m'appelle Gauthier, j'ai 36 ans, j'ai un parcours un peu bizarre que j'aurais plaisir à raconter à n'importe qui autour d'une bière ou un café. J'ai créé Dagoma avec Mathieu, il y a un peu plus de 4 ans maintenant et 3 ans en France. C'est venu d'une idée qui est que l'impression 3D c'est absolument génial. Il y a une histoire avec un vélo pliant qu'on essayait de faire et il y a un reste de pédalier qui doit être quelque part par là, qui est une des premières pièces qu'on ait imprimées. Et qui nous a amené à nous dire que ce truc était absolument incroyable, mais qu'il fallait le rendre beaucoup plus accessible parce que c'était très cher et que c'était compliqué. Dagoma est venu de ça, est venu de ce constat et de cette volonté de partager ce truc absolument incroyable qu'est l'impression 3D et de le mettre à disposition de tout le monde. On a créé ça il y a 4 ans à peu près, le projet dans notre tête, le temps de langage de tout ça. Pendant 1 an et demi, on a essayé de maturer le truc. Puis il y a 3 ans, on a créé l'entreprise, on a créé Dagoma en France. On était à l'étranger, on est rentré pour le faire. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, on est une petite soixantaine, on continue à grossir tranquillement, on produit nos machines nous-mêmes. On en a déjà vendu pas loin de 10 000, qu'on a mis entre les mains de gens qui s'en servent, des gens comme toi, des gens comme moi, qui bricolent, qui font tout un tas de choses avec. Et puis voilà, ça c'est le début, c'est l'introduction de Dagoma, on n'en est encore qu'aux prémices, en tout cas on sait tout ce qu'on espère. Et votre présence à l'international alors? Aujourd'hui, sur l'impression 3D, le plus gros marché, c'est les marchés américains. C'est quelque chose comme 60-65% du marché mondial. C'est colossal. Ça fait longtemps qu'on veut y aller. Pour autant, c'est un marché qui est difficile. Il y a tout le monde qui est là-bas. Il y a MakerBot et compagnie qui sont locaux, Printerbot, etc. Et pour pouvoir y aller, il fallait avoir quelque chose de vraiment différent, ce qui était le cas avec la Neva, qui a vraiment apporté c'est un game changing, c'est avec le côté où je sors la machine, je la branche, j'appuie, ça démarre. On devient capable d'aller adresser un public vraiment néophyte, qui ne sait pas forcément bien régler quoi que ce soit, qui ne comprend pas les histoires de première couche, de tout ça. On fait abstraction de tout ça, on lui donne une machine qui est comme un micro-ondes. En anglais, c'est le terme, c'est appliance. On quitte le périphérique pour rentrer sur vraiment l'appareil électrodomestique, je le branche, ça marche. Il faut juste que j'aille chercher la recette sur internet, peu importe la plateforme, je récupère mon STL, je le passe dans le trancheur, et hop, ça démarre. On a fait le CES pour voir si le marché était répondant en janvier, on a eu une réponse très très positive. Résultat des courses, on vient d'ouvrir un bureau à côté de Santa Barbara et qui va produire aussi des machines là-bas, donc on va avoir 2 sites de production. 3 même avec Bordeaux, qui produit un peu moins, mais 2 gros sites de production, au Roubaix et à côté de Santa Barbara, à Goleta. Alors c'est justement votre particularité, vos imprimantes sont produites en très grande partie dans vos locaux. Quand on a créé Dago, on avait des moyens qui sont un peu des moyens. Alors on n'était pas étudiants, on avait le même genre de moyens. Il fallait qu'on trouve un moyen, astucieusement, de pouvoir financer du développement, de la croissance, tout ça, le lancement d'une pseudo-micro-industrie, avec 3 clous, 2 trombones, une table et les sous de Noël ou du Nouvel An, je sais pas quoi, enfin 3 francs 6. Et l'idée qu'on a trouvée absolument géniale dans le mode RepRap, c'est de pouvoir imprimer les pièces. Et on s'est dit, le mode RepRap, il est complètement exploitable et démultipliable en cherchant à généraliser, en regardant toutes les pièces standards le plus communes possible. Pour faire simple, typiquement une tige filetée est plus standard, ou une barre de 8 mm de diamètre. C'est 8 mm de diamètre, ça fait des décennies que c'est comme ça. Et toutes les pièces qui vont être un peu custom, qui vont être spécifiques à notre machine, de les imprimer. On n'a plus besoin de les mouler, on n'a plus besoin de les usiner et les injecter. Notre objectif, c'était vraiment d'aller chercher les pièces les plus standards possibles, donc sur lesquelles le prix est déjà stabilisé. Il y a un prix de marché, une concurrence, on maîtrise la qualité, on sait dire voilà, je veux ça, ça, ça. Et à côté, tout le custom, tout le spécifique, on le maîtrise nous. On peut les faire nous-mêmes, on peut les adapter. À plus forte raison, ça va nous donner une souplesse très forte. Pardon. On était encore au lancement, on a fait des ratés à l'allumage, on a des trucs comme ça. La toute première machine, la Discovery, il y avait des conceptions méca qui n'étaient pas folles, il y avait des trucs à améliorer. Et la plupart des gens ont vu entre 3 et 5 générations de machines, selon les étapes, les formes, les pièces, etc. Dans la réalité des faits, il y en a eu des dizaines. Chaque matin, on trouvait que là, il y avait un emplacement de vis qu'il fallait améliorer, hop, on l'améliorait. On a eu plein d'itérations comme ça, et chaque jour, à chaque fois qu'on apportait une amélioration, on l'apportait.
dans notre production instantanément, vu qu'il n'y a pas de moule, il n'y a pas d'outillage spécifique à faire. Dès qu'on améliorait le truc et qu'on l'avait validé, hop, la machine était upgradée et la production qui s'en suivait était directement upgradée. Et ça n'était possible que parce qu'on imprime nos pièces. Donc oui, la première c'était 40% du volume était imprimé. La nouvelle qu'on vient de sortir, j'imagine qu'on va en parler après, mais juste pour donner un ordre de grandeur, elle est à plus de 50% de volume imprimé. Et on reste dans cette logique-là de comment est-ce que l'impression, c'est pas juste pour faire 3 gadgets, c'est pas juste pour faire un beau déco ou un bracelet, ça fait vraiment des objets utiles. On peut faire une imprimante 3D avec, on peut faire des choses robustes, on peut faire des choses qui tiennent dans le temps. Et on ne veut pas faire que le raconter, on veut le vivre. Et aujourd'hui, on est nos plus gros consommateurs d'impression 3D. On est nos plus gros clients. On est nos propres plus gros clients avec là 450 machines qui tournent et qui impriment en permanence des pièces de Disco, des pièces de Neva. Ça fait énormément sens pour nous, ça permet de multiplier. On ouvre aux États-Unis, on a juste à amener des imprimantes et puis ça roule. Et c'est à peu près aussi simple que ça. Vous ne faites pas que de l'imprimante par contre. On propose les imprimantes, ça c'est la base. Pour pouvoir construire ensuite son impression, il y a besoin du filament, bien sûr. Du coup, on propose du filament. On a plusieurs marques qui nous appartiennent. Philo 3D et Chromatique. On a des partenariats assez forts avec d'autres marques, avec Polymaker, avec Octofiber. Aujourd'hui, ça a été la base du filament. Après, on rajoute aussi des choses un peu techniques, du Fiberlogy, des choses comme ça qui vont aller ajouter un recuit, du carbone, ça brille dans la nuit, avec du bois, avec de la pierre. On propose pas mal de petites choses comme ça, qui sont des filaments techniques, on va dire. Et puis, à côté de ça, on va proposer aussi tout ce qui va être les surfaces d'adhésion, d'adhérence. Je n'ai jamais réussi à savoir quel était le bon terme entre les deux. Vous faites aussi des box, c'est des vrais cas concrets. Les box, c'est venu de la question à quoi ça sert. L'imprimante 3D, à quoi ça sert. Et ma maman, elle m'a posé cette question quand je lui ai expliqué qu'on faisait ça. La maman de Mathieu, même chose. Il y a plein de gens, quand on a commencé à rencontrer des gens, ah, c'est super votre truc, c'est hypnotisant, on regarde la machine qui bouge, on n'arrive pas à déconnecter. Mais ça sert à quoi? Et pour pouvoir leur répondre, parce que quand on leur évoquait tout ce que ça peut faire, ils n'y croyaient pas forcément, ou ils n'entendaient pas, ils ne voyaient pas comment c'était possible. On a mis en place un système qui s'appelle les box, qui est de fournir les composants non imprimables. Ça va être un moteur, ça va être une batterie, ça va être des pièces de mécanique, ça va être un peu de roulement de quincaillerie, des choses comme ça va être un écran, ça va être une carte électronique, des choses comme ça. On donne les plans du reste des composants, on met tout ça ensemble et on a qui un skateboard, qui une éolienne, qui un mini ordinateur, qui un petit robot qui se balade, qui un chargeur solaire, il y a plein de choses qui arrivent. Vous vendez directement sur votre site, mais pas uniquement. Je crois que vous avez déjà des partenariats de distribution. On vend sur notre site, on vend aussi au travers de Boulanger qui est un gros distributeur, on vend chez plein de revendeurs à droite à gauche, plus de proximité, on vend chez Bureau Vallée, je ne pourrais pas tous les citer, on a Machine 3D qui nous a fait confiance au tout début et qui nous a beaucoup accompagnés la première année. On vend au travers de, je sais pas, Atom 3D, il y en a à foison, j'ai pas tous les noms en tête, il y en a une liste, vous allez sur le site d'Agoma.fr et il y a revendeur et il y a tout le monde qui est indiqué là. Donc ce qu'on a cherché à faire, c'est ouvrir la porte à tous les distributeurs locaux, les revendeurs locaux, qui ont une vraie proximité avec le client, qui vont pouvoir se poser avec toi, t'expliquer comment ça marche, te prendre par la main, et pendant les premières heures, te montrer comment ça à régler le truc parfaitement, et après tu sois bien. Ça a été une stratégie qui est plus une stratégie proche de la pédagogie que de la distribution en elle-même. La volonté derrière ce truc-là, c'était vraiment de dire, pour que ça marche, il faut que les gens comprennent à quoi ça sert et comment on s'en sert. Et du coup, on a besoin de gens sur place. Alors, la grande nouveauté, c'est que vous venez de lancer une campagne Kickstarter pour votre nouvelle imprimante 3D, la Neva. Pourrais-tu présenter cette Neva, en quoi elle diffère de la Disco Easy et pourquoi le Kickstarter? La Disco Easy, elle tient son nom d'abord de la première qui s'appelait Discovery. Le terme était choisi, le nom de la machine était choisi pour qu'il n'y ait pas printer, qu'il n'y ait pas bot et qu'il n'y ait pas maker dedans, mais que ce soit bien une découverte de la techno. Elle est ouverte, il n'y a aucun carénage, il n'y a aucune protection, tu la montes toi-même et tu vois comment ça s'assemble, c'est sur un mouvement très simple de X, Y, Z, chaque mouvement est découpé. La Disco Easy, elle est là pour les gens qui veulent la bricoler. Elle est là pour que les gens comprennent ce qui se passe dedans et puissent la tweaker à volonté. Et puissent bidouiller. C'est typiquement le genre de truc de geek.
Moi, c'est ce que j'ai à la maison, je joue avec ça et je peux mettre les mains dedans. Et si je veux changer la carte électronique, je peux. Et si je veux changer la puce, je peux. Je perds ma garantie, ça c'est, je suis obligé de le dire, mais globalement, je peux faire ce que je veux avec. La Neva, elle n'adresse pas du tout le même besoin. La Disco Easy, c'est quand on se concentre sur la machine, quand on s'intéresse à la techno et qu'on veut bidouiller avec, parce que derrière, l'usage va être une conséquence de la maîtrise de la techno. Ça, c'est la Disco. Et de l'autre côté, tu as la Neva qu'on vient de sortir. On a fait effectivement un Kickstart pour montrer au monde qu'elle existait et qu'on allait la fabriquer aussi aux États-Unis. Et la Neva, elle s'adresse à celui qui veut jamais ouvrir le capot, mais qui veut que son Scénic ou je sais pas quelle autre bagnole un peu de papa ou un peu comme ça roule. Et tu veux rentrer dedans et tu veux mettre la clé et tu veux que ça démarre et tu veux pouvoir te faire des milliers de kilomètres sans avoir de questions à te poser. Tu l'amènes chez le concessionnaire, tu dis faites-moi la vidange, l'entretien, machin. Et hop, il te fait tout et c'est reparti pour 50 000 bornes et rien à faire. Et la Neva, elle est vraiment sortie de cet objectif-là de dire les gens qui n'y connaissent rien, qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec les technos, qui n'ont pas envie de chercher, qui n'ont pas envie de gratter, qui n'ont même pas envie de savoir comment ça marche, qui ne s'intéressent pas à ça, mais qui en ont besoin, qui en ont l'usage. Un architecte, par exemple, il va en avoir besoin pour faire une maquette, il s'en fout de savoir si le nombre de pas par millimètre il est correct ou pas. Ce qu'il veut, c'est prendre le fichier qu'il a sorti de son logiciel, le mettre, le sortir et filer ça à son client. La Neva, elle est pour lui. C'est une dame qui va vouloir commencer à faire un peu du loisir créatif, qui va vouloir faire un emporte-pièce, des boucles d'oreilles, je sais pas quoi. Et qui s'en fout que son mari lui explique qu'il y a le dernier Marlin avec le RC7 qui est dedans et qui est même pas encore en release ou qui est avec des trucs qu'il a fait lui-même machin dans lequel il a ajouté un certain G-code pour faire une pause machin. Il s'en fout complètement. Elle veut son emporte-pièce parce que là la pâte à gâteau elle est prête et qu'il va falloir les préparer les cookies. Et donc ça l'intéresse. La Neva elle est faite pour ces gens-là. Et donc on a vraiment une dichotomie forte. On a beaucoup de gens qui demandent des choses à la disco, qui vont être sur l'évolutivité, qui vont être sur la maîtrise technique, technologique du truc. Et on a des gens qui nous disent, mais moi je préfère l'acheter monter la disco, et voire même le plus plug and play possible. Et là on répond avec la Neva. La Neva cherche à plug and play, l'appareil, le micro-ondes. Et la disco c'est celle que tu vas bricoler toi-même, quoi. C'est un établi. Mais par contre, elle a toutes les possibilités d'impression en PLA, en flexible, en bois, sans aucun souci, comme la Disco Easy. Les deux impriment la même chose, les deux sont équipés de la même buse, qui est une buse de chez E3D, les deux sont équipés des mêmes moteurs, les deux sont équipés de la même carte électronique. On a pris les mêmes matières de base, les mêmes, comment on pourrait dire, les moteurs, tu vois, les éléments générateurs de performance ou les éléments techniques, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, les différents modules. On les a juste mis ensemble différemment dans la Neva pour enlever tous les réglages. Et dans la disco, on les a laissés très apparents pour que les gens justement puissent les régler au besoin et à l'envie. Il reste maintenant 18 jours avant la fin de la campagne. Vous avez sans aucun souci dépassé l'objectif. Mais quels sont vraiment vos vrais objectifs en fin de campagne maintenant? Le vrai objectif à la fin de la campagne, si la question que tu me poses c'est un chiffre, j'en ai pas à te donner. Parce que on ne sait jamais la forme que ça va prendre. Là pour l'instant c'est déjà très bien. C'est déjà très beau. Si l'objectif c'est quel message on fait passer, ben ça y est, on ouvre les États-Unis là. Ça y est, on lance une production là-bas. C'est officiel, c'est vrai, c'est concret, il y a une vraie demande là-bas. Les demandes du KIC, les quelques centaines de personnes qui se sont inscrites et nous soutiennent, il y en a à peu près la moitié en France, la moitié aux US, et il reste une toute petite portion du reste du monde. Et donc, la demande pour les US, elle est réelle. C'est pas juste une vision de notre esprit, c'est du concret. Il y a des vrais gens qui veulent vraiment qu'on aille s'implanter là-bas et qu'on démontre que ce qu'on fait ici, ça peut intéresser des gens à l'autre bout du monde. Et du coup, c'était ce qu'on cherchait à savoir. On cherchait à démontrer ou à chercher ou à rencontrer des gens intéressés par Dagoma ailleurs. Et c'est une campagne qui servait à ça, qui servait à financer un déploiement à l'étranger. Donc ouais, moi je suis, ça y est, moi j'ai déjà reçu ma réponse. Je suis content et ouais, ça y est, c'est feu. Alors, les premières livraisons sont prévues pour juillet pour les premiers contributeurs. Pour les indécis qui n'ont pas encore franchi le pas, les prochaines livraisons sera pour septembre. Toujours confiant sur ces dates? On a en parallèle du Kickstart un accord d'exclusivité avec Boulanger sur le premier mois qui emmène à peu près jusqu'à la fin de la campagne. Et donc pendant tout le temps où les gens peuvent acheter sur la campagne à un prix plutôt très sexy, les gens qui sont très pressés et qui ont beaucoup d'argent peuvent aller chez Boulanger et déjà l'acheter. Elle est déjà disponible.
Est-ce que je suis confiant sur notre capacité à produire? Tu l'as vu quand on est passé, on sait déjà la produire, on a déjà lancé les productions. Donc ouais, je suis très confiant sur la capacité à les livrer et pour une fois, il y a un Kickstart qui va être livré dans les temps et ça c'est cadeau. Alors, vous avez démocratisé l'impression 3D. Beaucoup de modèles 3D se trouvent dans des banques de modèles en ligne. Est-ce que vous avez pensé à démocratiser la création de ces modèles 3D, notamment avec un scanner grand public? On a réfléchi à la question du scanner, on a réfléchi à la question de la plateforme, on a réfléchi à la question du logiciel de dessin. Pour la partie objet, on a créé Rode, qui est en fait un concaténateur dans lequel on intègre un moteur de traduction, ce qui fait que tous les gens qui ne parlent pas bien anglais et qui veulent aller sur Thingiverse et qui ont des difficultés à trouver comment est-ce qu'on dit Rabbit ou Yesterday et qui veulent quand même des autres packs, et ben l'idée c'était de leur permettre de taper œuf de pack quelque part et puis pouf, ça leur ramenait directement tout ce qui existe sur les différents, les GrabCAD et compagnie, on concatène tout ça et ça leur livre. Ça c'est Rode et c'est encore en cours de peaufinage machin pour que ça soit fluide. Et après pour la question du scanner, on a réfléchi à en faire un, on a réfléchi à en acheter un. Pour l'instant les solutions qui nous sont proposées coûtent entre un bras et un bras et demi. Et ça fait là et là. Et du coup on n'est pas allé sur ça pour l'instant. On se le garde dans les tuyaux, c'est pas notre priorité. C'est quelque chose sur lequel on adorerait qu'il y ait une box qui sorte, parce que les bibliothèques sont dispo en ligne, parce que franchement tu prends un Kinect, tu y passes un peu de temps, un peu de sérieux, machin, même 2 caméras et tu fais un peu de travail sympa, des solutions à 1000 balles, tu peux les faire pour quelques dizaines ou centaines d'euros. On adorerait que ce soit fait. Aujourd'hui c'est pas le cas et nous on n'a pas encore alloué la ressource et on a un autre projet dans les tuyaux dont je parle pas qui nous consomme déjà pas mal de temps. Donc non, pour l'instant, j'ai pas prévu de mettre un scanner au catalogue. Je veux en mettre un et j'en ai pas qui soit bon marché. Et s'il y a quelqu'un qui en connaît un bon marché, putain, mais envoyez-le-moi et on voit comment est-ce qu'on peut l'intégrer. Un truc robuste, un truc fiable et simple. Alors justement, quels sont vos projets pour 2018? Moi, j'aimerais perdre un peu de poids. Déjà, ça c'est important. Même beaucoup, ça serait encore mieux. Alors, on a éventuellement une machine dans les tuyaux, mais c'est encore un peu confidentiel. Sachant qu'aujourd'hui on a une machine geek et on a une machine tout public, il nous reste un emplacement dans la gamme là qu'on a essayé de couvrir par le passé et sur lequel on aimerait bien revenir. Mais voilà, donc il y a ça et ça va déjà beaucoup nous occuper. On voudrait stabiliser un peu tout, on voudrait pérenniser l'ensemble, on voudrait faire maturer notre production parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont faites artisanalement. Tu vois, enfoncer les roulements dans les chariots sur les deltas, aujourd'hui c'est fait à la main. On aimerait bien avoir des petites machines qui croupent directement ou mécaniquement vont aller installer les roulements. On aimerait bien commencer à mécaniser un peu une partie de notre production. On a des imprimantes 3D, on a des ingés. Les deux ensemble, tu peux faire des machines-outils, tu peux faire une trieuse à vis. Tu vois, sur la disco, jusqu'à il y a encore quelques mois, les sachets de vis, on les faisait nous. Et pick and place, machin, c'est long quoi. Et donc faire une trieuse à vis, bah, ça prend quelques dizaines d'heures, il y a du boulot, il y a du taf de dev, machin, il y a des trucs en ligne, mais c'est pas aussi abouti que ça. Et donc tout un tas d'outils comme ça, on voudrait plutôt en interne les mettre à jour. Merci pour toutes ces réponses et ta disponibilité. Je vous souhaite un énorme succès pour la Neva, même si en fait c'est déjà fait. Et merci beaucoup, à bientôt. Avec grand plaisir, merci à toi et puis n'hésite surtout pas s'il y a quoi que ce soit, à ta dispo.